Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro du podcast Quoi neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et je reçois dans cette émission des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Il nous arrive parfois de parler d'histoire politique ou d'histoire de la politique ici, et notamment avec un invité régulier, Pierre Mananti, qui nous fait l'amitié de revenir au micro pour son dernier ouvrage. Bonjour Pierre. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous les auditeurs. Alors les auditeurs te connaissent alors bien sûr pour ton œuvre, mais aussi parce que tu avais réalisé 2 entretiens pour Quoi neuf en histoire, donc ils connaissent ta voix et connaissent ton œuvre d'ailleurs en tant qu'historien spécialiste du gaullisme et de la Ve République. Nous avions parlé l'an dernier des Barons du gaullisme, un livre que tu avais publié chez Passé Composé, et là tu viens de livrer ton opus annuel, une biographie de Charles Pasqua, intitulée Dans l'ombre de la République, toujours chez Passé Composé, dans laquelle tu livres un portrait qui est nuancé d'un personnage emblématique de la droite française. Et ma première question est une question qu'on t'a déjà posée, mais que je m'étais posée quand j'ai reçu ton livre, c'est que Charles Pasqua est mort il y a 10 ans, le 29 juin 2015. Est-ce que ça n'est pas un peu tôt pour un historien de s'emparer du sujet? D'abord, il est toujours trop tôt puisqu'on finit toujours par découvrir des choses et la preuve c'est que les historiens de l'Antiquité continuent aujourd'hui, 2000 ans après cette ère révolue, de découvrir des choses. Donc très certainement que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on continuera de découvrir des choses. Mais le contemporanéiste que je suis, c'est-à-dire l'historien de la période contemporaine et notamment de cette période de la France du XXe siècle et de l'après 1945, ne pouvait pas s'empêcher de s'intéresser à Charles Pasqua. D'abord parce que venaient d'apparaître ses archives et donc pour l'historien que je suis, il y avait là un matériau sur lequel travailler, finalement une fenêtre pour raconter une autre histoire de Charles Pasqua, pas celle qu'il a racontée, pas celle que ceux qui l'ont aimé ou détesté ont pu raconter, mais celle que ces documents, de manière brute, racontaient de lui. Et puis par ailleurs, moi me turlupinait depuis, quelque temps maintenant, un petit peu comme, la mouche du cocher, cette idée que, c'est bien d'avoir écrit sur le général de Gaulle et le gaullisme. C'est bien par ailleurs de se rendre compte que dans l'espace, politique, on parle beaucoup de cet héritage gaulliste, de tous ces gens qui se réclament du général de Gaulle et du gaullisme. Mais je voulais revenir à la source. Que se passe-t-il lorsque le général de Gaulle disparaît? Comment tous ceux qui l'ont suivi dans l'aventure, passent du gaullisme au chiraquisme et lapsus révélateur, comment un jeune homme politique, une jeune pousse, un certain Jacques Chirac va faire cette grande transition entre, l'ère de la droite gaulliste, l'ère de la droite du général de Gaulle et puis l'ère de la droite RPR. Et là, dans cette histoire, il y avait ce personnage qui m'intriguait, autour duquel je tournais depuis quelques années, qui me fascinait, j'ose le dire. Et donc, c'était trop dur pour moi de me laisser convaincre d'attendre quelques années encore pour l'étudier. Tu as dit que tu as disposé des archives de Pasqua. Corrige-moi si je me trompe, mais depuis Giscard, tout ministre ou Premier ministre doit verser ses archives professionnelles au domaine public. Donc jusqu'à présent, ça n'avait pas été classé ni exploité. Mais tu as aussi utilisé des sources personnelles, hein, notamment grâce à sa famille, ses petits-fils. Comment est-ce que tu as récupéré ces sources et qu'est-ce qu'elles t'ont permis, ces sources familiales, de comprendre du fonctionnement du personnage? Oui, alors d'abord, tu as tout à fait raison, depuis le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, les ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de laisser, au moment où ils quittent leurs fonctions ministérielles, les archives leurs archives et les archives des membres de leur cabinet. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on dispose pour toutes les personnalités publiques d'archives puisque, ça ne vaut que pour la période pendant laquelle elles ont été ministres et donc un homme comme Charles Pasqua, il a certes été des 2 fois ministre de l'Intérieur en 86-88 et en 93-95, mais tout le reste de sa vie politique n'était pas régi par cette loi des archives et donc, il était difficile d'avoir une vue d'ensemble. Cependant, au moment à la fin de sa vie, quelques mois avant de disparaître, il avait tenu à préparer le travail que les historiens pourraient faire sur lui et donc à classer un certain nombre de documents pour les archives, pour la postérité, pour qu'on puisse le juger au regard de ces documents. Et ces documents étaient depuis une dizaine d'années aux Archives nationales dans l'attente d'un travail justement un petit peu, scrupuleux, studieux, d'un historien qui voudrait bien se plonger dans une masse de milliers de documents, ce que j'ai fait pendant presque 1 an et demi. Et puis, au-delà de ces documents que Charles Pasqua avait lui-même triés et donc qui finalement donnaient une vision de l'histoire, celle qu'il avait lui-même reconstituée, tout en étant, critique avec lui-même, hein, et en mettant dans ces liasses de documents des choses qui n'allaient pas toujours forcément dans son sens, eh bien, sa famille a bien voulu me laisser accéder à ses archives privées, c'est-à-dire à celles qu'il n'avait pas, à l'époque, voulu donner ou qu'il avait mis de côté, ou qu'il n'avait pas encore triées.
Et puis comme ça fait maintenant une dizaine d'années, bientôt 12 ans que je travaille sur le général de Gaulle, le gaullisme et toute cette période de la droite, un certain nombre des personnes que j'ai été interviewées m'ont aussi remis des documents à différents moments de mon enquête, parce que ça a été une véritable enquête biographique sur la trace de Charles Pasqua. Et c'est finalement ces 3 sources croisées, c'est-à-dire à la fois les archives publiques de Charles Pasqua, les archives privées de la famille Pasqua ou d'anciens collaborateurs, d'anciens ministres qui l'ont bien connu, et puis une grande campagne d'archives orales, puisque j'ai été interviewé quasiment une cinquantaine de personnalités. Ça va des officiers de sécurité ou des anciens conseillers de Charles Pasqua à des contemporains, ministres, députés, sénateurs, opposants aussi, pour avoir vraiment un regard transversal sur le personnage. Et c'est toute cette masse de données qui m'a permis de faire cette biographie que j'espère complète. On va beaucoup parler là dans cet entretien de la fonction politique de Charles Pasqua. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous brosser en quelques mots son portrait, ses origines, son enfance, son adolescence, enfin ses études, jusqu'à ce qu'il rentre en politique en quelques mots? Oui, alors, je crois que le chapitre d'introduction, enfin c'est pas je crois, c'est je l'ai intitulé, c'est l'histoire d'un petit Corse. Parce que, Charles Pasqua est né à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, mais il vient d'une famille corse. Il va être élevé notamment par ses 2 grands-pères qui sont corses, et ce moule familial va vraiment être important pour lui parce qu'il aura toute sa vie durant un attachement à la culture corse, à la culture provençale et méridionale également. Et c'est le petit garçon, qui court dans les rues de Grasse, qui, parle le provençal avec ses camarades d'école, qui a un accent chantant qu'il gardera toute sa vie, qui vraiment est le moule familial originel pour comprendre Charles Pasqua. Il passe, comme beaucoup d'hommes de sa génération, à travers le tunnel de la guerre et de la résistance, et il va à 15 ans et demi, s'engager dans les rangs de la résistance. Au début, simplement faire de l'espionnage, chercher où sont, les Italiens, les Allemands sur les routes de la Provence, et puis ensuite combattre les armes à la main. Et là, ça va être une école de la vie, militante, parce qu'il va, découvrir ce général de Gaulle qu'il regarde à l'époque avec ses yeux de résistant et qui va devenir bientôt un chef politique. Et puis une école de la vie tout court, puisqu'il va prendre des risques, parfois inconsidérés. Et je reviens très longuement dans le livre sur justement ces années résistantes et la manière dont elles ont forgé son parcours. La guerre se termine, il tente des études de droit pas très brillantes, qu'il arrête rapidement. Il enchaîne les petits boulots, plagiste, patron d'une agence de détectives privés, c'est déjà Pasqua avant lui-même. Et puis il arrive en 1952 à Marseille, où son père a été muté, son père est policier, et il rencontre Paul Ricard, à l'époque fabricant de pastis, mais aussi producteur de films, engagé dans diverses activités commerciales. Et auprès de Paul Ricard, qu'il va accompagner pendant 15 ans, il va enchaîner tous les petits boulots, commercial de secteur, patron des imports, patron des exports, patron de la stratégie, jusqu'à être numéro 2 de l'entreprise. Donc c'est dire le compagnonnage important qu'ils ont. Et il va apprendre beaucoup, il va donner beaucoup à l'entreprise, mais il va aussi apprendre beaucoup, notamment le marketing. Auprès de Paul Ricard, il est un de ceux qui vont développer la marque Ricard avec des cendriers, des brocs, des porte-clés. Et il va vraiment garder cette idée du marketing commercial quand il va s'engager en politique à un moment assez décisif. Alors, il est, un militant gaulliste, de base et de très longue date, hein. Il s'engage, au sein du Rassemblement du peuple français, le parti du général de Gaulle, en 1947, et il va en être jusqu'en 1968, c'est-à-dire pendant 20 ans, une petite main, un colleur d'affiches, un type prêt à donner le coup de poing contre les communistes, vraiment un militant, zélé, qui va monter un à un les échelons du militantisme, hein. Il va être un des responsables du SAC, le fameux service d'action civique, la police parallèle du gaullisme. Mais le grand moment politique pour Charles Pasqua, le début de sa vie politique, c'est 1968. Il y a ces événements de mai que je ne présente pas, les auditeurs les connaissent. Et Charles Pasqua, qui voit la République gaulienne en péril, menacée, fait partie des organisateurs d'une grande manifestation gaulliste sur les Champs-Élysées, le 30 mai 68, 1 million de personnes. Et suite à cet acte, fondateur finalement du rôle qui est le sien, qui n'est pas simplement celui d'un petit militant, mais vraiment celui d'un organisateur hors pair, on lui propose de se présenter aux élections législatives de juin 1968, et le voilà bientôt, élu député des Hauts-de-Seine dans son futur fief de Levallois-Perret. On va revenir sur ces différentes étapes, mais finalement, ce que tu racontes là, c'est que rien ne le prédisposait à entrer en politique. C'est, le petit-fils d'un berger corse, fils de policier, donc il a,
une vraie ascension méritocratique comme on en verra moins dans les décennies qui suivent. Et puis c'est aussi un homme qui connaît le milieu de l'entreprise, qui n'est pas, déconnecté, du quotidien des gens. D'ailleurs, tu as dit qu'il s'est servi de son expérience dans la politique et on le voit notamment dans le marketing, hein. Tu dis qu'il était l'un des premiers à introduire les prompteurs, peut-être même le 1er dans les, discours de campagne. Il a instauré la musique de campagne et les pins. Donc finalement, il a un succès dans sa première vie, professionnelle. Il est embauché comme commercial chez Ricard à Marseille en 52 et il termine, tu l'as dit, en 67 numéro 2 de l'entreprise. Il a une relation presque filiale d'ailleurs avec, Paul Ricard. Pourquoi est-ce qu'il quitte le monde de l'entreprise? C'est parce qu'il a la révélation de la politique ou est-ce qu'il a l'impression d'avoir fait le tour ou, qu'il ne se sent pas, prédestiné pour être numéro 1 de Ricard? Alors c'est un départ, assez douloureux pour lui, hein, et sur lequel il va rester très longtemps discret. Ils ont avec, Paul Ricard, vraiment une osmose, une relation, tu as raison, je reprends le mot, de père à fils. D'ailleurs, Charles Pasqua dira, «Il y a 2 hommes qui ont compté dans ma vie, le général de Gaulle et le général Ricard» et c'est dire, l'estime et le piédestal sur lequel il met Paul Ricard, dont il va être le compagnon dans de très nombreuses aventures et des aventures stratégiques, des aventures incroyables. J'en égrène 2 pour ceux qui nous écoutent, pour leur donner l'envie de lire le livre. Il y a par exemple cette fois où Paul Ricard lance un film, demande à tous ses commerciaux d'aller coller des affiches format A4, c'est-à-dire le format des feuilles qui sortent d'une imprimante, un peu partout en ville. Et lui, Charles Pasqua, dit: «On va prendre les moyens en grand, on va faire des affiches A3, c'est-à-dire 4 à 4, donc des affiches de cinéma telles qu'on les connaît aujourd'hui». Et c'est un succès et ça participe à la popularisation de ce film qui est un des premiers films en couleur français. Il y a cette autre fois où en pleine crise du canal de Suez, il y a plus de pétrole en France, plus de pétrole égale plus de transport égale des caisses de Ricard bien vides et des caisses financières s'entend. Et Charles Pasqua avait décidé d'organiser une grande caravane de la soif à dos de dromadaire pour livrer du pastis de Marseille à Lyon. Donc c'est vraiment Pasqua, c'est un peu toute cette légende, tout ce mythe et Paul Ricard l'apprécie pour ça. Il sait que c'est un garçon débrouillard, plein d'idées, meneur d'hommes. Et il est question effectivement qu'il succède à Paul Ricard à la fin des années 1960. Et en même temps, Paul Ricard est aussi travaillé parce que il a des fils et il se dit: «N'est-il pas naturel que je donne la main à mes fils?» Et donc il finit après une longue réflexion par préférer son fils à celui qui était son dauphin, son bras droit, qui est Charles Pasqua. Et Charles Pasqua le vit très mal, hein. Moi j'ai pu retrouver, dans les archives de Charles Pasqua, une lettre inédite qui est la lettre de démission de Charles Pasqua à Paul Ricard, dans laquelle on sent évidemment un certain nombre de reproches, mais aussi, le sentiment de trahison que connaît Charles Pasqua, l'idée qu'il a tellement sacrifié pour cet homme et qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et lui, tu l'as dit d'ailleurs, lui le garçon d'origine modeste, venant d'une famille, où il faisait parfois le repas de la semaine chez ses parents, n'ayant pas forcément les moyens de ses ambitions, lui qui s'était élevé si haut, lui qui s'était élevé au-dessus de sa condition, il se sent très meurtri de cet abandon par Paul Ricard. Alors, les 2 hommes vont se retrouver par la suite, je n'en dis pas plus, mais cette rupture de 1967 est très douloureuse pour lui. Et c'est justement le moment, 1967, où il y a des élections législatives. Un certain Georges Pompidou, qui est Premier ministre, fait appel à lui en disant: «Vous avez du temps libre, j'ai besoin de quelqu'un pour organiser les élections, pour, accompagner mes candidats, pour mobiliser, des lévites du service d'ordre qui vont pouvoir assurer la sécurité des meetings». Et Charles Pasqua va vraiment exceller dans ce rôle, va être reconnu comme tel. Et c'est une des raisons pour lesquelles en juin 68, c'est Pompidou qui vient le chercher en lui disant: «Écoutez, on a besoin de vous, il faut vous présenter». Charles Pasqua d'ailleurs hésite en disant: «Oui, mais j'ai mon entreprise, est-ce que je peux vraiment la laisser?» Et Pompidou lui répond cette phrase que j'aime beaucoup: «Écoutez, si la France sombre, est-ce que vous serez content d'avoir été à la tête de votre entreprise? Pensez aux priorités, la priorité, c'est le pays». Comment tu expliques alors que lui, l'enfant de Grasse, l'enfant de la Provence, une région à laquelle il restera attaché toute sa vie, il ne se présente pas dans cette région-là, mais dans les Hauts-de-Seine? Certes, il va en faire une terre d'élection, hein, son fief, mais pourquoi est-ce qu'il ne se présente pas dans sa région d'origine? Alors là aussi, c'est l'histoire d'une meurtrissure parce que tu as raison, il a un attachement, presque charnel à cette région provençale. Alors, en réalité, il va, faire ses premières armes dans les Alpes-Maritimes, à Grasse, hein, son fief familial, mais très rapidement, il va quitter pour Marseille, puisque sa vie professionnelle chez Paul Ricard est à Marseille, sa vie familiale est aussi à Marseille, puisqu'il suit en réalité son père qui a été muté à Marseille. Mais à Marseille, il est en indélicatesse avec les gaullistes marseillais. D'abord
sous la Quatrième République, il se fâche, il a des mots assez durs à l'encontre du député gaulliste de Marseille, un certain Pierre Marc-Enguerrard, qui, en même temps qu'il est député gaulliste, siège à Marseille comme adjoint du maire socialiste, un certain Gaston Defferre. Et ça, Charles Pasqua, pour qui le gaullisme est intégral et se vit à 100%, on est pour De Gaulle, par De Gaulle et rien que pour De Gaulle, il ne le tolère pas. Et donc les deux hommes ont des différences de stratégie qui font que Charles Pasqua est un petit peu tenu à l'écart, et notamment en 1958, alors qu'il aurait pu peut-être prétendre à un siège de député, il est tenu à l'écart de toute cette agitation parce que il s'est fâché avec les gaullistes marseillais. Il revient dans le jeu en 1964, il est candidat à la Chambre de commerce de Marseille à l'instigation de Paul Ricard, donc ça pourrait lui mettre le pied à l'étrier pour la suite, mais il va perdre cette élection. Il va, au moment de la campagne des municipales de 65, être le directeur de campagne de Joseph Comiti, qui est le candidat à Marseille. Il va vraiment être dans les coulisses de cette campagne, mais là encore, nouvel échec. Et donc, ce triple échec à s'implanter politiquement à la fin des années 50, à prendre la chambre de commerce en 64 et à faire élire un candidat gaulliste en 65, le conduisent à penser que la cité phocéenne n'est pas pour lui, il faut partir ailleurs. Et donc, lorsqu'on lui propose les Hauts-de-Seine en 1968, c'est pas un territoire qu'il convoitait, c'est pas un territoire qu'il connaît, mais il décide de s'y implanter et le pari est réussi. De son engagement politique, on va retenir, avant tout sa fidélité à l'égard du général de Gaulle et tu l'as dit, 68, c'est, l'événement fondateur, dans son engagement. Est-ce qu'il va rester fidèle à de Gaulle après, 68? Est-ce qu'il va rester le défenseur d'une espèce de gaullisme orthodoxe? Oui, alors, tu sais, il avait cette formule, qui est peut-être, à l'emporte-pièce, mais qui dit beaucoup. Il disait, De Gaulle, c'était Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc et Napoléon à la fois. Mmh. Et c'était une manière de dire à quel point, le général de Gaulle incarnait pour lui toute l'histoire de France, toutes les valeurs françaises, tout, finalement tout un patrimoine. Et de Gaulle pour lui était éternel. Et il a une fidélité à de Gaulle, incroyable à tout instant. Et il y a une autre formule qui explique à la fin de sa vie, on lui dit: «Au fond, expliquez-nous ce qui vous a conduit à suivre de Gaulle». Et il dit: «Si de Gaulle avait été Tito, j'aurais été communiste». Manière de dire, au fond, mon attachement au général de Gaulle est intégral. S'il dit: «On va à droite», on va à droite. S'il dit: «On va à gauche», on va à gauche. Il se posait pas de questions. Et ça, cette loyauté au général de Gaulle, c'est aussi comme ça qu'il est connu au début de sa carrière politique. On évoquait il y a quelques instants son élection en mai 68. Lorsqu'il est jeune député, il rejoint un club parlementaire qui s'appelle Présence et Action du Gaullisme, qui est créé par Michel Debré, Pierre Messmer, donc déjà des vieilles gloires du gaullisme, et qui veut, au moment où Georges Pompidou devient président de la République en 1969, préserver une certaine idée du gaullisme. Tu as utilisé le mot à raison de gaullisme orthodoxe. C'est une époque où on commence à se dire, est-ce que Pompidou va vraiment être le digne et le juste héritier du général de Gaulle? Va-t-il au contraire inventer autre chose? Le journaliste Pierre Viançon-Pontet dit, est-ce que c'est pas l'ère du post-gaullisme, de l'après-gaullisme? Et donc certains, parmi lesquels Charles Pasqua, vraiment veulent au contraire faire perdurer cette idée du gaullisme, et ça va être le fil conducteur de toute sa carrière. Il va toute sa vie durant défendre ceux qu'il va conseiller. Ça va être Georges Pompidou, puis Pierre Messmer, puis Jacques Chirac, et il va toujours essayer de les conduire avec une boussole à la main, et une boussole dont le nord est justement le gaullisme. Cette fidélité à De Gaulle m'amène à te questionner, Pierre, sur un dossier sur une organisation qui, là aussi, est intimement liée au gaullisme, qui est le SAC, le service d'action civique. Il ne s'agit pas là de forcément refaire l'histoire du SAC, mais donc c'est le service d'ordre au service du parti gaulliste, créé au début des années 60, au moment notamment où la guerre d'Algérie entraîne des violences en France et puis des attentats contre la personne du général. On a beaucoup écrit et fantasmé sur les actions et les membres du SAC, et je voulais simplement parler des relations entre Pasqua et le SAC. Parce que tu précises, et ça je ne le savais pas, que contrairement à une idée reçue, Pasqua n'est pas le fondateur, n'est pas un des fondateurs du SAC, même s'il en est le vice-président, mais lui va laisser un peu courir cette confusion sur son rôle dans la création du SAC. Quel rôle il joue vraiment? Alors, c'est un sujet très intéressant et c'est vraiment un des sujets que j'ai voulu traiter dans le livre, hein. J'y consacre plusieurs parties, mais en particulier un chapitre entier, parce que lorsqu'on parle de Charles Pasqua, effectivement et évidemment, le mot de SAC vient à toutes les bouches. Lui-même d'ailleurs, hein, en 1979, il donne une interview au journal L'Aurore et il dit: «Je suis un des membres fondateurs du SAC», donc lui-même se réclamait de cette légende qui l'entourait. En réalité,
documents et preuves à l'appui. Il adhère au SAC en 1962, alors que le SAC est créé officiellement et statuts sont déposés en préfecture en janvier 1959. Il prend des responsabilités à l'époque au niveau départemental, dans les Bouches-du-Rhône, puis au niveau régional sur toute la région Provence-Côte d'Azur. Et ça n'est que dans la seconde moitié des années 1960 qu'il va en effet prendre des fonctions nationales au bureau national du SAC et puis jouer un rôle de plus en plus important au moment de la campagne des législatives 67 qu'on vient d'évoquer et au moment des événements de mai 68 qu'on vient également d'évoquer. Ça, c'est, j'allais dire, pour l'amont. Et puis pour l'aval, en réalité, et c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté dans le livre, Charles Pasqua est exclu du SAC en 1969 parce que Georges Pompidou, parce que Pierre Juillet, parce que Jacques Foccart estime qu'il a des amitiés, des contacts avec des gens sulfureux. En réalité, il est un peu la victime expiatoire d'un nettoyage des écuries d'Augias du SAC parce qu'il y a tout un tas de gens douteux qui y étaient. Et j'invite les auditeurs qui s'intéressent au sujet à lire l'excellent livre de François Audigier et qui a consacré justement une étude complète au SAC, beaucoup plus détaillée que ce que moi j'ai pu en faire dans le livre. Mais en tout cas, il est important de comprendre que Charles Pasqua est évidemment un compagnon de route du SAC, une personnalité qui a un rôle très important en 67, 68, 69 dans ce service d'ordre. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, à partir de 1969, va prendre ses distances avec le service d'ordre parce qu'il est fâché avec ses chefs, parce qu'il a ses propres problèmes politiques et puis ses propres réseaux politiques qui sont parfois concurrents du SAC. Et on ne peut pas comprendre Charles Pasqua si on n'a pas vraiment à l'esprit ce double langage qu'il a eu vis-à-vis du SAC. Raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à en parler dans le livre et puis raison pour laquelle aussi je trouvais important de faire ce livre parce que j'ai lu dans beaucoup d'autres documents, livres, thèses, articles, des erreurs sur cette partie de sa vie et donc il me semblait important de redonner de manière brute des éléments historiques. Et pour aller jusqu'au bout de ce point, c'est le SAC a été réputé pour entretenir des liens avec le banditisme, le fameux milieu corso marseillais. Et évidemment, c'est facile d'y associer Pasqua de par ses origines, mais toi qui as eu accès à beaucoup d'informations, des archives, les enquêtes parlementaires et les instructions judiciaires qui ont concerné le SAC et Pasqua, qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment? À quel point est-ce qu'il y a des éléments objectifs qui associeraient Pasqua à des personnes de la pègre ou des activités illégales? Ou est-ce que ça n'est que de la rumeur et pour le dire, franchement, un délit de sale gueule? Alors, objectivement, le SAC a été vérolé par un certain nombre d'affaires et un certain nombre de personnages, à la limite de la légalité, voire dans l'illégalité, en ont été membres, à la fin des années 60 et j'en parle dans le livre. Ça va de, l'enlèvement, d'un vieux châtelain qu'on veut forcer à vendre son château, à l'assassinat d'un commissaire de police dans un bar parisien, en passant par, des vols, de banques pour financer des partis politiques. Donc il y a dans et autour du SAC tout un écosystème très sulfureux. Et donc Pasqua, haut responsable du SAC, et par ailleurs, tu l'as dit, il y a une forme de délit de sale gueule, d'origine corse, proche des Marseillais, est associé à ces gens-là. Pour autant, il n'y a pas de preuve directe d'une implication dans ces affaires. Celle qui le touche le plus, et sur laquelle je reviens dans le livre, c'est une histoire de trafic de cocaïne dans des bouteilles de Ricard entre Marseille et le Canada. C'est l'affaire où le boulet du canon se rapproche le plus de lui dans la plupart des autres cas qui sont connus et ça va jusqu'à un peu plus tard la mort de Robert Boulin en 1979 ou la tuerie d'Oriol en 1983. Son nom est associé à ces affaires parce qu'il a eu des responsabilités au SAC. Mais ses responsabilités personnelles n'ont jamais été prouvées et en fait, il souffre d'une réputation. Et j'irais même plus loin, il est presque heureux de souffrir de cette réputation parce que, il est fasciné par cette phrase de Machiavel qui dit que il vaut mieux être craint qu'être aimé et donc, ça le fascine de pouvoir inspirer la crainte de ses adversaires, par l'idée qu'il possède des informations, qu'il a des contacts, qu'il a de l'influence, qu'il est un homme de l'ombre de la République. C'est le sous-titre que j'ai choisi, pour ce livre. À la toute fin de sa vie, une anecdote que je partage avec toi et nos éditeurs, lorsqu'il était vieux sénateur, souvent, un certain nombre de jeunes sénateurs tenaient à venir le saluer au restaurant du Sénat et plusieurs témoins m'ont raconté que il les regardait de haut en fronçant le sourcil et en disant: «Jeune homme, je ne vous serre pas la main depuis que j'ai lu votre fiche des RG». Donc les Mmh. RG, les renseignements généraux. Alors là, le jeune qui venait, le jeune collaborateur ou le jeune sénateur qui venait tendre la main à Charles Pasqua était pris d'un tressaillement, devenait tout blanc et Pasqua lui répondait: «Je rigole, mais vu votre tête, je vais peut-être m'y intéresser». Et ça dit beaucoup, tu vois, de cette fascination qu'il avait pour ce culte du secret, ce culte de la chose tue.
Et il a beaucoup joué de cette réputation d'homme de l'ombre et donc tout ce mythe du sac, il l'a laissé vivre autour de lui parce que ça arrangeait aussi ses affaires politiques. Au fond, ce que tu dis, c'est que Pasqua, il joue de sa réputation et tu montres à plusieurs endroits dans le livre le décalage qu'il y a entre l'image qu'on donne du personnage et la réalité. Et je vais citer là un passage, ce serait assez facile d'affirmer que Pasqua, il penserait que tout homme peut être acheté, chaque homme a un prix, peut être compromis avec une femme, mais tu dis, bah, en fait, sa vie personnelle, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire qu'on ne lui connaît pas d'enrichissement personnel significatif et on ne lui connaît pas non plus d'infidélité à son épouse Jeanne, hein. Non, c'est vrai. D'abord, sur le premier des 2 points que tu as évoqués, Charles Pasqua a été mêlé à un certain nombre d'affaires politico-financières, mais l'analyse que moi j'en fais au bout de cette enquête et dans le cas de ce livre, c'est que ça n'est jamais des sous qui ont servi à l'enrichir politiquement et si de l'argent a pu transiter entre ses mains ou les mains de ceux qui l'entouraient, ça a toujours été pour financer les activités politiques. Ce n'est pas quelqu'un qui pensait à lui-même. Ça n'excuse en rien certaines pratiques, elles sont tout autant condamnables. Mais c'est intéressant parce que c'est pas quelqu'un qui a été dans des magouilles pour son petit intérêt. C'est quelqu'un qui a toujours été un homme de main, un porte-flingue, un loyal serviteur de causes, celle du général de Gaulle, celle de Chirac ensuite, et qui, au nom de ces causes, parce qu'il était persuadé de la justesse de ces causes justement, était prêt à tout. Et même chose, on peut penser à l'homme un petit peu magouilleur, bavard, blagueur, séducteur, pas du tout. Et même il raconte dans un de ses derniers livres à la fin de sa vie, on lui pose la question: «Mais est-ce que vous avez jamais eu à rencontrer une militante, une, donatrice, qui aurait voulu vous faire succomber à ses charmes?» Il dit: «Oui, oui. Un soir, je suis invité chez, une grande donatrice de mon parti, je me rends chez elle, elle me reçoit en petite lingerie et là je m'enfuis à toute vitesse en claquant la porte». Alors le journaliste un petit peu étonné, il dit: «Ah bon? Mais pourquoi?» Il dit: «Parce que j'étais sûr que c'était un coup monté». Et Mmh. il était, tellement obnubilé par ce justement, on revient à la question précédente sur le sac, mais par cet art du chantage, de la manipulation, des coups bas, des coups tordus que, il ne pouvait pas croire que quelque chose de miraculeux lui arrive et par ailleurs, c'était quelqu'un, je le pense sincèrement, très amoureux de sa femme, très soucieux de sa famille et très proche de son fils et il a été très affecté. Il a eu le malheur de voir son fils, mourir avant lui. Ça a été ce qui l'a précipité dans la tombe parce que la famille, pour Charles Pasqua, c'était une des valeurs cardinales. Ça l'était pour ses parents, ça l'est pour lui et ça l'est pour, ses petits-enfants aujourd'hui. Fidèle à sa femme donc, fidèle aussi à De Gaulle et puis, en grande partie et pendant longtemps d'ailleurs, fidèle à Chirac. Et ça c'est, le deuxième personnage très, très important dans son parcours politique. Tu le qualifies, d'homme-lige de Jacques Chirac, un des fondateurs du RPR aussi. Dans quelles circonstances est-ce qu'ils se rencontrent? Et sachant que Pasqua a 5 ans de plus que Chirac, ça veut dire qu'il décèle d'emblée l'animal politique qu'est Chirac et il décide rapidement de se mettre à son service? Oui, alors les 2 hommes sont présentés par Jacques Foccart, le mystérieux, monsieur France-Afrique du général de Gaulle, auquel j'ai consacré un long portrait dans mon précédent livre, Les barons du gaullisme. Ils se rencontrent en 1965. Jacques Chirac est encore un jeune énarque passé par le cabinet de Georges Pompidou, qui vient de se faire élire conseiller municipal en Corrèze. Et tout de suite, Charles Pasqua a vraiment le déclic. On pourrait presque dire le coup de foudre avec des guillemets autour du mot. Et donc, il va aider Chirac à devenir député de Corrèze en 67. Il va l'accompagner en tant que ministre au moment où, sous Georges Pompidou, 2 conseillers à l'Élysée, Marie-France Garot et Pierre Juillet, justement, facilitent, accélèrent, encouragent la carrière politique de Jacques Chirac. Et puis, Charles Pasqua va jouer un rôle très important à un moment en 1974. Georges Pompidou meurt. Jacques Chaban-Delmas est le candidat naturel de la famille gaulliste. Et Jacques Chirac ne croit pas en Chaban. Il est persuadé qu'il va se planter au second tour et donc il choisit de faire avec 42 députés et ministres un appel, l'appel des 43, puisqu'il y a lui-même en plus, dans lequel il appelle les électeurs de droite, les électeurs du général de Gaulle à voter Giscard plutôt que Chaban. Et là, c'est la trahison. Pour toutes les troupes gaullistes, pour les vieux grognards, comment on attaque Chaban, Chaban compagnon de la Libération, Chaban plus jeune général depuis la Révolution française, Chaban le gaulliste, Chaban président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, et même pour Charles Pasqua. Charles Pasqua qui connaît et qui apprécie Jacques Chirac lui dit: «Moi, je ne peux pas faire autrement que de soutenir Chaban, qui est le candidat naturel de notre famille». Bon, et puis la vie politique fait que Chaban est éliminé au premier tour, Giscard au second tour de 74 bat François Mitterrand et devient président de la République. Et là, voilà Jacques Chirac remercié de son action en étant nommé Premier ministre et en s'installant à l'hôtel de Matignon.
Oui, mais voilà un Premier ministre qui n'a plus de famille politique, puisque son propre camp le considère comme un traître. Et là, Charles Pasqua va pendant 2 ans jouer un rôle fondamental. Il est l'homme qui, étant alors ancien député, il a perdu son mandat en 73, étant par ailleurs chargé des fédérations et de l'animation de ces fédérations au sein du Parti gaulliste, pendant 2 ans, il va participer à la chiracisation du parti. Il va tout doucement amener les troupes, les militants, les élus du Parti gaulliste vers Jacques Chirac et les réconcilier. Et au moment où Jacques Chirac quitte Matignon en 1976, cette réconciliation est telle qu'avec Pasqua et quelques autres, je pense notamment à l'époque évidemment à Charles Pasqua, à Marie-France Garot, à Pierre Juillet, mais aussi à quelques autres, ils vont créer un parti, le Rassemblement pour la République, qui sera le parti, vraiment la machine de conquête du pouvoir de Jacques Chirac. Et donc Charles Pasqua vraiment va avoir auprès de Jacques Chirac ce rôle d'ami, ce rôle de grand frère. Hein. Les deux hommes vont s'accorder sur la formule et la citer chacun dans des textes à différentes époques. Pour Charles Pasqua, Chirac c'est ce petit frère qui l'initie à la politique avec quelques années d'avance. Et pour Jacques Chirac, Charles Pasqua c'est ce grand frère toujours de bons conseils et qui est à ses côtés quoi qu'il arrive. Oui, parce que ils vont avoir parfois des divergences politiques à la fin des années 80, début des années 90. On le voit par exemple après la campagne présidentielle de 95 où Pasqua soutient Balladur, mais très vite après l'élection de Chirac, les deux se réconcilient. Est-ce que tu penses que Pasqua a nourri des ambitions présidentielles? Parce que lui semble supputer que c'est à partir du moment où de potentielles ambitions lui ont été prêtées, et donc ça veut dire en concurrence potentielle avec Chirac, que les affaires judiciaires vont commencer à sortir. Oui, alors, pour redonner quelques éléments de contexte à nos auditeurs, effectivement, donc 76, les 2 hommes créent le RPR. 81, Chirac est le candidat à l'élection présidentielle et Pasqua est son directeur de campagne, donc c'est dire leur proximité. 86, lorsque la droite gagne les élections, c'est à Pasqua que Chirac fait appel pour être ministre de l'Intérieur. 88, Pasqua est encore le coordinateur de la campagne présidentielle, donc on a vraiment une osmose quasi totale entre deux. Et puis après l'élection présidentielle de 88, Pasqua va prendre ses distances avec Chirac. Il va en 90 essayer de s'emparer du parti. Il va en 92 s'opposer à Chirac au moment de Maastricht. Il va en 95 en effet soutenir Édouard Balladur contre Jacques Chirac. Et il va même en 2002 à un moment annoncer qu'il est candidat à l'élection présidentielle avant d'y renoncer. Pourquoi? Pourquoi d'abord cette distance prise entre les deux hommes? Parce que Charles Pasqua, le gaulliste justement, le souverainiste, n'accepte pas la dérive de Jacques Chirac vers le libéralisme, vers le modèle de Thatcher, vers le modèle de Reagan, vers aussi l'alliance avec les centristes et donc au nom de l'alliance avec les centristes, vers une forme de fédéralisme européen. Ça, c'est intolérable pour Charles Pasqua qui est un gaulliste viscéral. Le débat idéologique va opposer les deux hommes jusqu'à la rupture. Et en même temps, Charles Pasqua va toujours avoir une amitié tendre pour Jacques Chirac parce que c'est ce petit frère qu'il a accompagné, qu'il a encouragé, auquel il cherche toujours à pardonner. Et la raison pour laquelle Charles Pasqua abandonne ses prétentions en élection présidentielle en 2002, c'est d'abord parce que les sondages lui sont très défavorables. Hein, il est à 1,5, 2% dans les sondages. Et puis aussi parce que c'était trop dur pour lui de tuer politiquement Jacques Chirac. Il avait quand même tout fait pour pousser cet homme au pouvoir. Quel drame, quel traumatisme personnel ça aurait été pour lui de le pousser du pouvoir auquel il l'avait lui-même mis. Et donc, tu ne fais pas de lien avec les affaires politico-financières. C'est un dossier sensible qui concerne Pasqua. On va pas forcément les énumérer toutes ici. On peut juste signaler qu'il a été relaxé dans 4 d'entre elles et condamné à de la prison avec sursis 2 fois. Et toutes ces affaires, elles surviennent vraiment à partir des années 2000, donc dans ses dernières années de vie. Comment est-ce qu'il le vit ça? Est-ce qu'il s'en détache? Est-ce que, il prend ça très à cœur? Est-ce que ça pourrit sa fin de vie? Alors il le vit très mal, hein, je sais pas si j'aurais utilisé l'expression, pourri sa fin de vie, mais c'est le cas, tu as raison parce que, d'abord ça ternit son image, c'est quand même, un homme qui a donné au pays, 50 ans de sa vie, qui a été député, sénateur, 2 fois ministre de l'Intérieur, eurodéputé, président du Conseil général, enfin, et le voilà qui passe 10 ans de sa vie devant les tribunaux, impliqué dans de très nombreuses affaires. Tu as eu raison d'évoquer le fait qu'il a été relaxé dans la plupart d'entre elles.
Alors, les mauvaises langues évoqueront le fameux théorème de Pasqua, qui veut que quand on est emmerdé par une affaire, on crée une affaire dans l'affaire, puis une affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne plus rien. Et il est vrai que moi-même, pourtant biographe de Pasqua, il m'a fallu de nombreuses heures pour faire la synthèse que j'ai fait dans le livre des différentes affaires, pas toujours facile à comprendre, d'autant que certains des personnages qui sont parfois incriminés autour de Charles Pasqua ont les mêmes prénoms ou ont des homonymes. Autant te dire que, j'ai passé des heures carrées avec des petits post-it, des ficelles, et des stylos à écrire et réécrire, des phrases ou des analyses. Y a-t-il corrélation entre les affaires et la politique? Charles Pasqua en était assez persuadé. À la fin de sa vie, il estime qu'il y a un cabinet noir, notamment autour de Jacques Chirac, qui veut l'empêcher de se présenter et qui, donne à la presse un certain nombre d'informations. Bon, sans être complotiste, il faut plutôt se dire que, arrive le moment où des choses cachées depuis longtemps devaient bien, arriver à la surface, et c'est le cas parce que, pour différentes raisons, il y a des règlements de compte entre des personnes, il y a des intermédiaires qui meurent, il y a des journalistes qui se penchent sur certains cas, et donc, ces affaires apparaissent au fur et à mesure. Je ne crois pas qu'il y ait de corrélation entre, cette rupture politique entre Chirac et Pasqua et l'émergence de ces affaires, puisque d'ailleurs les affaires commencent un petit peu avant, la rupture entre les 2 hommes. Par contre, il est vrai que ça marque la fin de sa carrière et qu'il a une fin de carrière, triste, et je pèse le mot, en tout cas triste pour lui, parce qu'il a le sentiment qu'il est réduit à ses affaires. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on parle de Charles Pasqua, beaucoup de gens le réduisent aux affaires, au scandale, à l'homme de l'ombre, alors que, et c'était aussi pour moi l'ambition de ce livre, il est d'autres choses. Ça n'est ni une hagiographie qui viserait à dire que Charles Pasqua était un saint, ni un procès qui viserait à dire qu'il n'était qu'un démon, mais c'est un livre que j'ai voulu faire justement pour remettre les pendules à l'heure et redire qui il était, dans le bien comme dans le mal, en donnant un maximum de données au lecteur. Oui, je l'avais vraiment dit en introduction que ton rapport est nuancé, donc c'est ni hagiographique, ni effectivement, exclusivement, centré sur les zones d'ombre, et en plus tu parles du personnage et on découvre que c'est un personnage, on peut le dire sympathique, je trouve, qui est chaleureux dans ses rapports humains, et on peut parler de ça même en évoquant son bilan politique, puisque il a lancé beaucoup de gens de la droite dans les Hauts-de-Seine, les Pasqua Boys, les Sarkozy, les Devedjian, les Balkany, les Pemezec, et cetera. En dehors d'être un baron de la droite gaulliste, c'est aussi quelqu'un qui n'hésitait pas à donner sa chance aux jeunes. Oui, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la politique et qui aimait la partager. Tu as évoqué, Balkany, Sarkozy, Devedjian, on pourrait parler de Pemezec, de Sifredi, de Guillet. C'est vraiment un homme politique qui, toute sa vie durant, a fait confiance aux jeunes, les a poussés sur le devant de la scène, et ça, c'est un trait de caractère, assez propre à Pasqua. C'est quelqu'un qui aimait les gens, riches, pauvres, puissants, modestes. Il prenait vraiment plaisir à faire confiance aux gens, à embarquer des gens qui ne connaissaient pas dans ses aventures politiques. Il y a vraiment ce caractère de meneur d'hommes, qui lui est propre. Tu as évoqué, brièvement son parcours, donc sénateur, député, eurodéputé, 2 fois ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, à chaque fois sous la cohabitation entre 86 et 88 dans le gouvernement Chirac et entre 93 et 95 dans le gouvernement Balladur. Quel bilan tu fais de son action politique? Puisqu'on a beaucoup parlé de son rôle au sein du parti, de la construction du RPR, du soutien des candidats, aux campagnes, de l'accompagnement de Chirac. Mais lui, quel est son bilan, disons personnel? Est-ce qu'il y a des textes emblématiques qu'il a portés et une vision qu'il a défendue personnellement? Oui, alors je crois qu'il y a 3 axes qui méritent d'être rappelés. D'abord, il y a, la lutte contre le terrorisme, hein, on l'a oublié, mais ces années, fin des années 80, début des années 90 étaient marquées par, une vague d'attentats assez violents sur le sol français, et puis par ailleurs d'enlèvement de nombreux de nos ressortissants à l'étranger. Et Charles Pasqua a été celui qui, a arrêté, Action Directe, a participé à la capture de Carlos, a piloté, la libération des otages à Marignane, dont on a fêté le 30e anniversaire de cette intervention du GIGN, alors qu'il y avait des otages, pris par des terroristes algériens dans un aéroport près de Marseille. Donc vraiment, ça a été cet homme dont la main n'a pas tremblé pour, protéger les Français et sortir des Français de très mauvais pas dans lequel ils pouvaient être. Je pense aussi aux libérations d'otages au Moyen et au Proche-Orient. Ça, c'est le premier axe. Il y a un deuxième axe, c'est que Charles Pasqua est l'homme de, la lutte contre l'immigration à outrance et de la régulation de l'immigration. Alors, n'en déplaise à ses adversaires de gauche, hein, pour qui certains coups d'éclat,
Je pense notamment à la décision qu'il prend à peine nommé ministre de l'Intérieur de renvoyer un peu plus d'une centaine de Maliens dans leur pays, des gens qui étaient dans une situation illégale, mais enfin le symbole était très fort pour l'époque et il a vraiment été l'incarnation de cette politique beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme sur l'immigration. Et il a notamment donné son nom à 2 lois, les lois Pasqua qui ont été prises et votées à 2 moments lorsqu'il était aux fonctions place Beauvau, et qui aujourd'hui encore ont des effets dans notre rapport à l'immigration. Je te cite quelques mesures, hein, mais par exemple le fait qu'un un enfant né en France mais de parents immigrés puisse demander la nationalité française à ses 18 ans, mais ne l'est plus automatiquement, c'est-à-dire qu'il faut l'acte vraiment de la démarche de vouloir demander la nationalité française, ça, ce sont les lois Pasqua. Autre exemple, le fait qu'un un étranger en situation de polygamie avec plusieurs épouses ne puisse pas demander une carte de séjour, ça aussi, c'est la loi Pasqua. Donc, il n'y a pas forcément que des excès. En fait, c'est un moment où on construit le droit et les régimes de l'immigration. Et Charles Pasqua y veille avec un souci qu'il avait. On me l'a souvent dépeint dans mes discussions comme un opposant à l'immigration, ce qu'il n'était pas du tout. Il n'était pas un opposant à l'immigration. Par contre, il était un partisan assez farouche de l'assimilation. Ça, c'est un sujet qui le travaillait beaucoup. Comment assimiler des étrangers qui viennent en France, qui veulent devenir français, et comment éviter que ne se construise une France patchwork, une France des communautés, une France communautariste, dans laquelle des communautés trop différentes ne sauraient plus cohabiter et finalement mèneraient le pays à une situation de guerre civile. Et puis le troisième axe de ce qu'on peut retenir de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, c'est peut-être la question de l'aménagement du territoire, puisque lorsqu'il est en 93-95 ministre d'État, il est ministre de l'Intérieur et ministre de l'aménagement du territoire. Il va notamment porter une grande loi en 95, la loi Pasqua, dans laquelle il définit des territoires sur lesquels il faut que l'État fasse des efforts supplémentaires. Je pense notamment aux territoires ruraux. Et quel serait, selon toi, non pas, alors son plus gros échec, mais peut-être sa plus grande déception en politique? Est-ce que c'est, sa défaite quelque part, électorale européenne? Le fait d'avoir, défendu le non à Maastricht et le non ne l'a pas emporté, puis ensuite le fait, de s'être présenté aux côtés de De Villiers, mais pour une durée assez limitée, le fait de ne pas réussir à joindre les souverainistes de droite et de gauche dans cette campagne anti-européenne. Est-ce que c'est ça pour toi sa plus grande déception? Ah, il y a évidemment de nombreuses déceptions, hein. Tu as évoqué Maastricht, on pourrait parler aussi, j'y reviens dans le livre, de sa candidature à la présidence du Sénat en 92. Je crois que le moment le plus douloureux, c'est l'échec de l'aventure, avec Philippe de Villiers en 2000. Puisque, pour nos éditeurs, redonner quelques éléments, en 1999, Charles Pasqua rompt avec le RPR, rompt avec sa famille politique et mène une liste indépendante aux élections européennes de 1999 en tandem avec Philippe de Villiers, qu'il connaît et qu'il suit depuis quelques années. Philippe de Villiers avait déjà fait une liste aux élections européennes de 94 qui avait eu un beau succès et en 99, Pasqua et Villiers se prennent main dans la main et décident de battre campagne et vont vraiment faire un beau succès puisque leur liste commune va faire mieux que la liste RPR à l'époque dirigée par Nicolas Sarkozy et ils créent même un parti, le RPF, justement, du nom de ce RPF, du général de Gaulle, auquel Pasqua est toujours attaché. Ils pensent qu'ils vont créer un moment souverainiste en France. Charles Pasqua a l'ambition de réunir tous les souverainistes. Et il parle des souverainistes des deux rives, de droite, évidemment, Villiers, mais de gauche aussi. Il aimerait bien que les gens qui, à l'époque, soutiennent Chevènement se retrouvent autour de lui. Et puis, pour tout un tas de raisons, et ce serait trop long de toutes les évoquer, mais des raisons politiques, des raisons financières, des raisons de stratégie, il se fâche avec Villiers quelques mois à peine après qu'ils aient eu ce grand succès commun à Strasbourg. Et puis, ce RPF va vivoter. Charles Pasqua va rester à sa tête pendant quelques années, mais il n'atteindra jamais le destin qu'il espérait pour lui. Et ce discours souverainiste va s'affaiblir parce qu'au fond, il n'y aura pas d'unité des souverainistes en France, ce qui était pourtant le grand rêve de Charles Pasqua. Et pour terminer, Pierre, est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans après sa disparition, est-ce qu'il y a des figures de la droite qui se réclament de lui? Pas des gens que toi, tu affublerais du qualificatif d'héritier de Pasqua, mais est-ce que des gens aujourd'hui se réclament de Pasqua dans certaines de leurs actions, de leurs discours, ou est-ce que c'est une figure qui est un peu oubliée aujourd'hui?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois, et donc après que j'ai commencé la rédaction de ce livre, mais le thème de la droite Pasqua, c'est-à-dire plutôt la droite Pasqua que Pasqua lui-même, est un thème qui revient un petit peu dans le débat politique. Alors les derniers ministres de l'Intérieur, je pense à Gérald Darmanin, je pense à Bruno Retailleau, se sont beaucoup revendiqués du personnage, justement, cette main ferme qui ne tremble pas, cette image du ministre de l'Intérieur, droit dans ses bottes, prêt à utiliser toute la violence nécessaire face à des situations de violence extrême. Le fameux «il faut terroriser les terroristes» de Charles Pasqua, et c'est une expression qui vraiment redevient d'hyper-actualité politique face aux crises que le pays traverse. Il y a aussi un certain nombre de personnalités politiques à droite ou à l'extrême droite qui se revendiquent de ce que pouvait être le RPR dans les années 90. On convoque souvent l'image de la droite Pasqua, de la droite Seguin. Et puis, les opposants de l'Europe, et notamment de l'Europe fédérale, bureaucratique, puisent aussi souvent dans la figure de Pasqua, avec un petit peu cette nostalgie du moment Pasqua-Seguin de 92, et Philippe Seguin est aussi à ce titre une figure de plus en plus convoquée, à droite et à l'extrême droite aujourd'hui, parce qu'il y avait chez Philippe Seguin, chez Charles Pasqua, cette idée d'une Europe des nations, cette idée d'une Europe qui devait se construire, hein, il n'était pas contre l'Europe, mais d'une Europe qui respecte les individualités, les particularismes, les nationalismes. Et dans un moment où l'Europe inquiète, interroge parfois les Français, les place face à des situations où ils ne comprennent pas son absence de voix dans des grandes crises internationales et en même temps son hyper-régulation de certains sujets. Je pense aux bouchons de plastique accrochés aux bouteilles, pour ne citer qu'un cas d'usage. On fait souvent référence dans ces moments-là à l'opposition et aux prédictions qu'ont pu avoir et Philippe Seguin et Charles Pasqua en disant si on laisse faire, l'Europe va se construire de telle manière. Et malheureusement, ceux qui sont aujourd'hui opposés à l'Europe trouvent dans ces discours une justification supplémentaire à leurs craintes. Et toute dernière question, Pierre, est-ce que tu sais si des événements politiques particuliers sont prévus, là, en juin, à l'occasion des 10 ans de sa disparition? Alors, nous sommes en train d'organiser avec Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine justement et maire du Plessis-Robinson, un petit événement autour de la mémoire de Charles Pasqua pour les 10 ans de sa disparition, qui va prendre la forme d'abord d'une conférence débat autour de ton serviteur et puis de l'inauguration d'un buste en hommage. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres événements prévus aujourd'hui, mais en tout cas, nombreux sont ceux à l'évoquer dans l'espace public et je pense aussi à Nicolas Sarkozy qui, même si les relations ont parfois été en dents de scie entre les 2 hommes, est de ceux qui, depuis la disparition de Charles Pasqua, ne manquent jamais une occasion d'en célébrer la mémoire. Pierre Malanty, écoute, merci beaucoup d'être revenu à ce micro pour Avec grand présenter ton plaisir. travail. On attend, avec impatience la suite. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc le titre de ton livre, c'est Charles Pasqua, Dans l'ombre de la République, une biographie parue aux éditions Passé Composé, déjà disponible en librairie. Je te remercie une nouvelle fois d'être venu l'évoquer ici. Et quant à moi, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci, merci Pierre. À bientôt. Au revoir.